Destination Tintin continue à 14 h. À tout à l'heure. 20h45, puissance 4, déshabillé fatal. La découverte d'une jeune morte en sous-vêtements sur une plage du Nord met Jean-Pierre Cassel dans le bain. 22h05, le soir 3. 22h30, striptease, 4 regards curieux pour effeuiller la société. 23h25, salut Manu. Dibango, Smaïn, Carmel font la fête de toutes les musiques. Bonne soirée sur France 3. Mais il mange des chocs à pic. Des chocs à pic de Nestlé. Les céréales au bon goût de chocolat. De chocolat, c'est ça qui est fort. Oh, donne-moi des chocs à pic. Ah, chocs à pic. Choc à pic de Nestlé, les céréales au goût fort en chocolat. Oh, mais il y a un super cadeau dans la boîte. Mais c'est une image de... Mais c'est moi. Et il y a 4 jeux à collectionner. Grâce à Tintin et ses amis, retrouvez les totems dérobés par l'ignoble Rastapopoulos. Mais attention aux copies piégées qui circulent à travers le monde. Tintin et le piège du totem d'or. Un jeu Nathan. Bonjour, bonjour. Regarde bien. Chante et danse avec Ronald McDonald. Sauter, danser, on peut tous y arriver. Bravo, bravo. Avec toi, Ronald. C'est pas compliqué. Encore une fois. Chantons, dansons, il faut lever les pieds. Et aussi bien articuler. McDonald's. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Allez les enfants, c'est bientôt Noël. Tu peux me téléphoner ta lettre au 36 68 00 40 et gagner de bons jouets. Oh mais non, mais Wario, et je suis votre maître. Mario est mon ennemi. Wario, le tyran au pouvoir maléfique, a jeté un mauvais sort à Mario. Ne laissez pas Mario s'emparer des 6 pièces d'or. Ne laissez pas Mario arriver au palais. Jamais le Game Boy ne vous avait fait jouer à un jeu aussi dangereux. Obéissez à Wario. Détruisez Mario. Super Mario Land 2, un jeu diaboliquement sorcier, exclusivement sur Game Boy. J'espère qu'il n'y aura pas un idiot qui aura laissé traîner des bâtons de dynamite par là. Fantasia chez les Ploucs. C'est un choix bien pénible que tu nous forces à faire. Une croqueuse de diamants sème la pagaille dans la vie d'un bouilleur de cru. Mireille d'Arc met le feu aux poudres et fait sauter la baraque de Lino Ventura et Jean-Yann. Lundi, 20h45, on fait la Fantasia chez les Ploucs sur France 3. Bonjour à tous. L'ossature des armées est constituée par les sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la gendarmerie, ainsi que par les officiers mariniers. Ils sont aujourd'hui plus de 200 000 à servir la défense. Techniciens, administratifs ou meneurs d'hommes, ils s'acquittent de missions très variées auxquelles les nombreuses écoles de formation les ont préparés. Nous avons choisi de vous présenter leur activité quotidienne à travers le vécu de 3 d'entre eux. Le premier est un mécanicien naviguant à bord de l'un des 71 transals du transport aérien militaire. Il se nomme Philippe Fournier, il est adjudant-chef. Son avion est stationné sur la base aérienne 105 d'Évreux. Responsable de la formation des spécialistes de son unité, il est ce que l'on appelle, en jargon armée de l'air, un leader mécano-nav. Philippe Fournier définit son métier en souriant. Lever 2 heures avant les autres pour tout préparer, coucher 2 heures après les autres pour tout vérifier. Au début, quand
je me suis engagé, moi, c'était pour être militaire dans l'armée de l'air, pour être avec les avions. Bon, c'est vraiment le fait de pouvoir toucher un avion, de le faire vivre, d'être dedans et de voler avec. Un avion, c'est une machine qui vit. Ok, 14005, hélice arrêtée, GTG démarré. GTG démarré, il est en transfert. G1, G5 et G, sur G1, moteur gauche. Pour la dernière, la piste 22F. Bah, c'est ma sécurité, j'attends qu'il me seconde dans toutes les phases délicates, aussi bien pour la mise en route que pour les phases de vol, disons, difficiles. Il est là pour nous secourir, pour réparer le moteur, etc. Ça doit être exactement pareil que dans un équipage civil, c'est-à-dire le commandant de bord et le commandant de bord, c'est lui qui dirige. Il n'y a pas une hiérarchie militaire au sens propre du grade, une hiérarchie en fonction de la fonction. En tant que chef mécanicien, donc, je suis responsable d'une trentaine de mécaniciens à l'escadron. C'est-à-dire que tout ce qui est gestion du planning, l'instruction des jeunes mécaniciens qui arrivent en escadron opérationnel. A priori, ils ne savent rien du tout de ce qui se passe au point de vue aéronautique. Donc il faut les prendre à la base et les emmener jusqu'à ce qu'ils puissent partir en équipage tout seuls, c'est-à-dire 2 pilotes et un mécanicien. Salut. Salut. Je suis aussi épouse de militaires, surtout de militaires. On vit au rythme du quotam, au rythme des problèmes internationaux. C'est l'absence. 2 tiers de l'année, c'est seul, c'est la solitude. Le reste du temps, c'est une vie tout à fait irrégulière. Quand je t'ai épousée, je ne pensais pas du tout à notre vie, à ce que ça allait devenir. C'est-à-dire que nous, au départ, comme les mécaniciens, on est mécanicien seul au début. On triche un peu puisqu'on est mécanicien et puis d'un seul coup on devient navigant, donc du jour au lendemain on quitte la maison sans préavis. Mais au moment où on part, on est toujours content de partir. Mais t'as 2 minutes du largage. 2, 143. Tout est passionnant parce qu'entre le moment où on fait des missions étrangères, où on découvre quand même pas mal de pays, des gens nouveaux, ça peut aller des missions humanitaires, ça a été le cas au Soudan, c'est le cas en ce moment en Yougoslavie, ça peut être des missions purement militaires, comme par exemple le ravitaillement de Beyrouth, ça peut être des missions d'assistance opérationnelle avec les pays avec lesquels la France a des contrats d'assistance, c'est-à-dire le Gabon, le Tchad, la Centrafrique. Et puis les missions qu'on fait en France, tout est passionnant. Pour le ravitaillement en vol, par exemple, c'est un travail d'équipe. C'est le pilote donc, qui lui pilote l'avion pour le ravitaillement, et le mécanicien, lui, à l'intérieur, gère le carburant en fonction de la demande. Pour aller à Sarajevo, la procédure pour arriver à... On a passé la première chaîne de montagne après Split. Ça commence déjà à être un petit peu plus dangereux pour nous. Et au niveau 130, on essaye de descendre le plus rapidement possible sur Sarajevo. Donc on passe du port du parachute au port du gilet pare-balles. Mais on passe Bon, en plus, j'ai l'avantage comme ça, c'est de toujours d'avoir l'impression de rester jeune. Parce que tous les pilotes et même les jeunes mécaniciens, ils ont au minimum 10 ans de moins que moi. Et là, je ne me vois pas vieillir. C'est pour ça que quand ça va se terminer dans 4 ans et demi, je vais prendre un coup de vieux d'un seul coup.
techniciens au début, quand on est jeune, on dit qu'on prête nos avions aux pilotes. Et puis là, bon, on se rattrape un peu puisqu'on leur prête et en plus on est dedans. Donc, personnellement, je suis loin d'être blasé, donc il y a plein de choses à voir encore. Et c'est la poursuite du rêve, quoi. Son régiment est le 2e chasseur à Verdun. Sa mission consiste à instruire, à gérer et surtout à commander les 16 hommes d'équipage d'un peloton de chars AMX-30. Une vie hors du commun est sans doute l'une des plus belles fonctions qui soit accessible à un sous-officier de l'arme blindée cavalerie. Il est adjudant, mais par tradition, on l'appelle mon lieutenant. Portrait d'un sous-officier de l'armée de terre. Je suis adjudant onésime, je commande le 4e peloton du 4e escadron du 2e régiment de chasseurs. Je suis célibataire, j'ai 33 ans et je suis originaire de l'île de la Réunion. Embarquez! Moteur. Comment je suis rentré dans le métier? Eh bien, tout début, j'ai fait mon service militaire, comme tout le monde. Ça m'a plu. Je me suis engagé et d'après ce que dit mon capitaine, je crois, je suis même sûr, j'ai le chromosome kaki. Ce qui fait que j'aime ça, quoi. Un peloton, c'est 4 chars. 4 chars qui évoluent en même temps dans une même direction. Mais avant d'être 4 chars, c'est aussi char par char. Dans chaque char, il y a un équipage. Il faut qu'il y ait un esprit d'équipage. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette arme-là. À midi, Bill, la crête, bataille gauche, en avant. Allez, Brice, s'accélère. Est en gauche, car. Ennemi à midi, drèbe. Inverseur en arrière, reculez, rocade à gauche. Les choses qui me plaisent dans ce métier, c'est surtout au début les responsabilités que j'ai. J'ai quand même quelques millions entre les mains et surtout la vie de mes petits soldats. Petite critique de ce qu'on a fait cet après-midi là. Pour tout ce qui était déplacement, formation, tout ça, c'était à peu près correct. Les pilotes, je vous rappelle, votre rôle là-dedans est primordial. Bon, je pense qu'ils me prennent pour quelqu'un de sévère, parce que je suis leur chef, mais quand même quelqu'un de juste. Je trouve que c'est un métier où on doit être toujours sur les nerfs. Il faut être prudent. Et je trouve que c'est normal de sa part qu'il nous engueule. J'espère qu'il ne me sucrera pas à la ferme ce week-end. L'adjudant onésime qui est mon chef de peloton, qui est assis à côté de moi. Alors je le vois sous 2 angles. Alors dans son boulot, il est très rigoureux, quoi. Là, quand vous faites une bêtise, il n'hésite pas à vous engueuler. C'est tout à fait normal, car dans les chars, on n'a pas le droit à l'erreur. Et la deuxième personne que je vois en lui, c'est une personne cool, quoi. Là, ici, on se bavarde, on discute autour du feu, c'est sympa, quoi. Moi, de ma part, bon, je ne fais pas partie de son char, je regrette même. Eh bien, l'adjudant, on travaille ensemble depuis 2 ans, au 4e peloton. On a des bonnes relations aussi bien dans le civil que dans le boulot. Et voilà le champagne. Comment Bien, maintenant je vais vous montrer comment passer la table irlandaise rapidement. Pour la plupart, ils ne font pas du sport. Alors moi, il faut que je les tire, je les traîne. Il y en a même un qui me pousse, quand même, ça existe. Alors regarde les gars, là, comment ça passe. Ça, c'est excellent. Ok, là, ça marque à peu près. Salut. Bon, Delbar, demain, toute la journée, entretien au garage. Plus précisément, le graissage du granoulement et de la tourelle. Tous les ordres de détail sont dans le cahier d'ordre. En avant. Alors les gars, c'est pas fini encore? Regarde, attention. Encore au moins 2 tours à récupérer. Vas-y, passe attention. Les batteries, c'est fait? Allez, vas-y. Allemand, le char pointé. Vu. Ok, là c'est mieux que tout à l'heure, mais t'as toujours ton petit défaut. Bon, retour. Bien, aujourd'hui vous allez effectuer un parcours de tir. Vous allez passer par 2 et tirer à différentes distances. En avant. Numéro 1, prêt. Avant tout, je suis un instructeur. Je dois leur apprendre le métier des armes. Mais
je dois aussi leur apprendre une certaine manière de vivre, une certaine manière d'être, qui leur serviront plus tard. La vie en collectivité, c'est pas évident. Ils m'apprennent aussi beaucoup de choses sur la camaraderie. Ce sont des personnes qui viennent d'horizons différents. Il faut que j'arrive à m'entendre avec eux. Il faut qu'ils s'entendent avec moi. Et c'est très enrichissant. Dans mon travail, je suis avec plein de gens, mes petits soldats, mes cadres. Le boulot est assez stressant. Bon, les responsabilités que j'ai sont assez lourdes. Et bon, le soir, pendant les week-ends, j'aime bien me retrouver un peu seul. Bon, c'est pour ça que je pratique pas mal de sports, de footing, de vélo. Bon, tout ça, c'est pour être dans la nature, pour être ouvert, pour être au frais, pour prendre l'air. L'adjudant aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est jeune, sportif, un technicien, qui a beaucoup de rapports humains avec ses soldats, qui n'en reste pas moins un meneur d'hommes, parce qu'il doit montrer l'exemple dans tous les cas, tant sur le plan de la compétence de son travail que sur le plan physique. L'armée, maintenant, s'est beaucoup adoucie, et nous aussi. Frédéric Lanco est un officier marinier qui sert à bord de l'Aviso, commandant de Pimodan. Son grade est maître, ce qui correspond à sergent-chef dans l'armée de terre. Depuis 11 ans, il sillonne les mers et au moment de notre reportage, il rentrait de l'Adriatique où son bâtiment participait au blocus naval. Son épouse est chirurgien dentiste, elle l'attend parfois pendant de longues semaines. La guerre du Golfe a commencé 2 ou 3 jours après notre mariage et il est parti une semaine, une dizaine de jours après notre mariage. J'étais juste arrivée à Toulon, il est parti, il est revenu 1 mois et demi après. Bon, on n'avait pas de téléphone, du courrier, on en a eu 3 semaines après, donc au niveau nouvelles, non, on n'en avait pas régulièrement. Hein. Au départ, je ne connaissais pas du tout la vie de marin, qu'est-ce que ça pouvait être. Hein. Je connaissais personne qui faisait ce genre de métier. Et bon, j'ai appris à connaître petit à petit. Hein. Au niveau de la marine nationale, c'est le marin qui défend la France. Frédéric Lanco habitait au bord de la mer, à La Rochelle. À 18 ans, il s'est engagé dans la marine nationale. Aujourd'hui, il est détecteur chargé des radars sur l'Aviso, commandant de Pimodan. Bon, je me suis engagé directement. Je n'ai pas fait mon service militaire dans la marine, je me suis directement engagé. Je suis rentré dans la marine en disant que je voudrais faire détecteur. Car sur les vidéos qu'on m'avait proposées ou sur les prospectus qu'on m'avait donnés, c'est une spécialité qui me plaisait bien. On va mettre qu'on a fait une maintenance complète. Le commandant de Pimodan rentre d'une mission d'1 mois et demi en mer Adriatique. À Toulon, le bâtiment participe régulièrement au large de la rade à des exercices avec les autres navires de la flotte. Ils sont prévenus, souvent c'est une semaine, 15 jours avant, mais quelquefois, bon, comme pour la guerre du Golfe, ils ont été prévenus la veille pour le lendemain. En mer, la vie est réglée par les quarts. Frédéric passe 7 à 10 heures par jour dans le central opération, le CO, comme l'appellent les gens du bord. Il est à la fois les yeux et le cerveau du navire. Dans cette pièce exiguë sont rassemblées toutes les informations données par les radars dont Frédéric et ses opérateurs ont la charge. Elles permettent la prise de décisions tactiques et la mise en œuvre des armes. Léon, désignez à l'artillerie le but dans le 580 à 10 nautiques. Vous prenez la 3 à la télécommande. 169 000 mètres. Faire feu dès que paraît. 8 000 mètres. Emporté. Repartez. Le plus gros coup de chien sur le bâtiment, c'est à peu près il y a 1 an et demi, alors, numéro 7 au large de la Crête. Et c'était pendant à 3 h du matin, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Très joli Noël. Lorsqu'on se retrouve entre nous, on évite de parler trop souvent du métier. D'ailleurs, ça fait normalement, ça fait partie du règlement interne du carré. On n'a pas le droit de parler de son travail. Un trio d'arbitrage fantastique.
Même Thierry Roland était... Oui, j'ai vu le moment où il allait exploser, qu'il allait commencer à faire un peu mal à la fois. Par contre, si tu en as d'autres, il y en a qui arrivent avec Ben. Avec Ben. Les phases d'abord, hein. Dans un bâtiment de guerre, le personnel est polyvalent. En plus de sa spécialité, chacun participe à la sécurité du bord. Frédéric Lanco est chef de binôme dans la lutte contre le feu. En 1992, Frédéric Lanco aura passé de nombreux jours en mer. Le commandant de Pimodan repartira dès le début de l'année prochaine en mer Adriatique pour une nouvelle mission. J'essaie de m'adapter à la vie de femme de marin. Bon, disons que je travaille, donc ma journée est bien occupée. Le temps passe beaucoup plus vite. Hein. Pendant les absences, il faut, bon, tout ce qui est administratif, il faut le faire. Il faut faire tout ce qu'il y a, tout ce qu'en fait il peut faire à la maison, quoi. On a une vie tout seul pendant quelques temps, et puis après, bon, ben, on reprend une vie à deux. Hein. Après ces 3 reportages sur des sous-officiers d'aujourd'hui, je vous propose un autre regard sur ces hommes à travers des images d'archives de la Grande Guerre. Yves et Ada Rémy, les réalisateurs de ce document, ont essayé de retracer leur évolution au cours du siècle. Le colonel avait de l'albumine. Le commandant souffrait du gros colon. Le capitaine avait bien mauvaise mine. Et le lieutenant avait des ganglions. Le chuteux souffrait de coliques néphrétiques. Le sergent avait le pylore atrophié. Le caporal un corps chronique. Et deuxième classe des corps aux pieds. Et tout ça, d'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Entre le général qui prend froid et l'homme du rang qui éternue, le comique Troupier a dû emprunter l'escalier de la hiérarchie militaire, hors de laquelle point de salut. Dans cette ascension ou cette désescalade, le corps des sous-officiers offre le moment venu ses services appréciés. Car il est indispensable celui par qui descend l'ordre vers la base et remonte le rapport vers le haut. Quelle que soit la taille de son cheval et la portée de sa voix, quel que soit l'éclat de son sabre, quelle que soit son énergie, l'officier ne parviendra pas à lancer ses ordres à l'ensemble de ses hommes sans un certain nombre de relais ou d'intermédiaires. Nécessaire trait d'union, indispensable courroie de transmission. On les appelle Margie, Serline, Serpate, Juteux, Chien de caserne, Chien curieux. Le populaire n'est pas tendre pour le sous-homme. En réponse, ils laisseront sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale 110 000 des leurs. Alors, oubliez le serpate aboyeur. Un simple chevron peut faire rêver tout autant que des étoiles sur un képi. Le maréchal est au logis, l'adjudant est au quartier. Le sous-off vit à la même heure que l'homme de troupe. On le voit endurcir les recrues.
voie à l'exercice des armes. Avec la modernisation des armées, chaque machine a bientôt exigé sa cheville ouvrière. Chaque technique nouvelle, son spécialiste. Le sous-officier devient alors l'organe indispensable de leur bon fonctionnement. Mais c'est encore à l'embarquement de ces hommes qu'on retrouve le sous-officier de toujours. C'est quand monte la troupe vers le front. C'est au moment de l'action, quand il faut se jeter au feu. Serpates, Margie, Patron, Juteux. Vous êtes, en fin de compte, ceux au prix de qui les hommes du rang se resserrent. Coup d'œil maintenant sur un événement sportif récent, la tentative d'un record hors norme équivalente à 4 fois le triathlon d'Hawaï, l'Ironman. École interarmée des sports, le 26 octobre dernier. Le lieutenant Philippe Noël de l'ECPA met un terme à 95 heures d'un terrible effort. Tout a commencé 4 jours plus tôt, au départ des 16 km de natation, premier round d'une épreuve insensée, la plus dure au monde. Deuxième Français à oser défier le quadruple Ironman, Philippe a tout préparé pour se retrouver seul, tout seul, le jour J, à la recherche de ses propres limites. Le mal, bien sûr, ne le dira pas parce que il pense que ça va tenir, donc c'est bon. Je vois dans son regard, de toute façon, j'ai pas besoin de lui poser de questions. Il ira jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème, il ira. Soutenu par une poignée d'amis, il restera près de 40 heures sur sa selle pour boucler les 780 km de vélo prévus au Tour de Fontainebleau. Plus long que 2 sévères étapes sur le Tour de France cycliste. Après plus de 60 heures de souffrance, Philippe Noël a compris qu'il ne battra plus de record. Son équipe médicale lui a déjà prodigué plus de 10 heures de soins et les minutes défilent inexorablement. Pourtant, restent 4 marathons à courir, 160 km d'orgueil, 30 heures à égrener au-delà du réel. Passant de 10 à 2 km/h de moyenne, le lieutenant Noël bouclera cette 3e discipline dans des conditions météo épouvantables, avec cependant au bout la 11e performance mondiale. Tous mes souvenirs, alors attendez, on va commencer dans l'ordre. L'épaule, les hanches, après le genou, et après les ampoules aux pieds. Ça c'était affreux. Bon, je savais que j'allais souffrir. Et je suis parti en connaissance de cause et j'oublie facilement la souffrance. Assez facilement. Ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose comme ça. Ça n'empêchera pas de recommencer l'année prochaine. Mais en évitant les petites erreurs que j'ai commises cette année. Il y a un tas de travail à faire encore. Ah, ça nous laisse un an, pour préparer notre épreuve. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, ce sera le samedi 19 décembre prochain à la même heure pour un numéro spécial Yougoslavie. Excellent week-end et à bientôt.
dimanche, Julien Lepers nous invite à souffler les 1000 bougies de questions pour un champion. Pour un anniversaire au sommet, 4 masters en titre s'affronteront au cours d'un master des masters exceptionnel. Vainqueur de la 500e, Jean-Marc Anfossi rencontrera le gagnant pour le titre d'As des As. Un fantastique challenge. Dimanche 20h45, 1000e de questions pour un champion sur France 3. Oh, j'ai faim! Waouh! Kellogg's! Max! Au super goût de caramel! Oh oh! Aïe aïe aïe! Salut le chat! Voilà! Mais Max, ces délicieux grains de blé soufflés enrobés de caramel! Le chat! Par ici la sortie! Smacks de Kellogg's dans un bon petit déjeuner complet. Qu'est-ce qu'on déguste! Les Smacks, j'adore! Il s'agit d'être attentif. Émilie, la passion d'une vie. Elle a bouleversé l'Amérique, elle a captivé le monde entier. Acclamée par la critique internationale, consacrée meilleure série par les jurys les plus prestigieux. Mardi, 20h45, Émilie, la passion d'une vie, la série événement, enfin sur France 3. Bienvenue au soleil de Mascarine. Aujourd'hui, voyage à Hawaï, pays cousin de nos îles du Pacifique qui produit l'un des meilleurs cafés du monde, le Kona. À Paris, nous recevrons Marie-Josée Pérec, star de l'athlétisme français. Nous ferons aussi plus ample connaissance avec elle à travers un documentaire de Paul Perret. Bonjour, et puis vous retrouverez vos rubriques habituelles, la littérature avec notamment un reportage sur la bande dessinée, la cuisine, la recette du jour sera haïtienne, la musique, les nouvelles, un clip guadeloupéen et la chapelle des Lombards. Enfin, nous rencontrerons des associations de la région de Strasbourg. Avec Paul Perret, nous recevons donc ce matin Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis votre titre olympique de Barcelone? Bon, bah, y a eu quand même pas mal de sollicitations et puis bon, c'est vrai que ça continue encore, mais bon, c'est sympathique, hein. C'est sûr d'aller de cocktail en cocktail, c'est sympa. Marie-Josée, votre surnom aux Antilles, c'est canne à sucre. D'où est-ce que ça vient? Bah, c'est vrai que lorsque j'étais gamine, déjà j'étais très grande et très maigre, donc bah, je sais pas, peut-être qu'en me regardant, les gens pensaient à une canne à sucre. Alors ici en métropole, avec la complicité de Chaynesse, qui publie ce mois-ci ce livre, aux éditions de Noël, on vous a surnommé les plus belles jambes de Barcelone. Alors qu'est-ce que ça représente d'être surnommé comme ça? C'est sympathique, c'est plaisant. Pourtant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de filles à Barcelone. Non mais je trouve qu'il est un peu trop. Alors pour parler de Barcelone, nous on n'y était pas parce que Mascarine était en vacances. Alors on s'est décidé comment faire quelque chose sur Marie-Josée. On connaît ses records de France, ses titres de championne du monde, championne olympique. Puis on a voulu l'accompagner, on a dit ok. On l'a suivi partout, durant les réceptions, et puis on l'a suivi aussi durant des moments peut-être plus intimes, notamment quand on est au stade Félix Éboué à Basse-Terre et au collège Campenon. Ça fait un cocktail d'émotions, de sourires et de rires dans un document que rassemblé, et je vous invite à le voir maintenant. À Marie-Josée Pérec, un chant pour ton cœur. En la resplendissance de ta morphologie, tu es la jument sauvage, t'abreuvant de la caresse des vents. Fauve hors de la tanière créant sa liberté, gazelle insaisissable, ivre ses ébats. L'oiseau des grands espaces pour une destination inconnue. Ce texte, lu et écrit par le père du chanteur Laurent Voulzy, est l'un des nombreux poèmes composés à la gloire de Marie-Josée Pérec en Guadeloupe. En devenant championne olympique du 400 mètres à Barcelone,
Marie-Jo est loin d'imaginer l'impact de sa victoire dans son île natale. Un mois après son titre, la citoyenne de Basse-Terre rentre chez elle. Ben ça va, enfin, j'espère que je suis attendue. Mercredi 5 août, une date que les Guadeloupéens et les autres ne sont pas prêts d'oublier. Il est 14h50, les rues sont désertes, tout le monde est devant son écran pour vibrer. Peut-être que chacun était chez soi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que les Antillais se sont levés tard, donc je pense que... Au niveau de mon domicile, ma femme de ménage, elle a allumé des bougies, elle avait le chapelet, et elle n'a pas pu suivre la course, parce qu'elle avait tellement d'angoisse qu'elle a préféré faire enregistrer. Et vous savez que les carmélites qui sont en face, on leur avait demandé de prier. Il y a eu une espèce de très très grande dévotion, prière pour qu'elle gagne. Et puis après, ça a été l'explosion. Je crois que c'est chaque Guadeloupéen qui avait remporté cette médaille d'or. Les retrouvailles avec la famille se voulaient discrètes. Elles se transforment quasiment en visite officielle de chef d'État. Ils sont déjà 1 millier à l'aéroport à acclamer leur héroïne des Jeux. L'événement n'est jamais vécu de façon individuelle. Tout événement individuel, mais qui est positif, appartient à toute la collectivité. C'est ainsi qu'autrefois, il y a une 50aine d'années, lorsqu'un enfant d'une commune réussissait par exemple au baccalauréat, ou à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, ou même au certificat d'études, toute la commune se sentait concernée et fêtait. Donc par conséquent, on retrouve un petit peu, je dirais là, un aspect traditionnel du mode de fonctionnement de la société antillaise. Pendant 5 jours, le temps de sa courte visite, l'emploi du temps de Marie-Josée sera rythmé par les cérémonies officielles. Ici, une remise de coupe avec le président du Conseil général. Là, une signature du livre d'or à l'hôtel de ville de Basse-Terre avec son premier magistrat. Enfin, une réception avec Véronique Delacruz, plus connue sous l'étiquette de Miss Guadeloupe. C'est la femme guadeloupéenne que l'on fête. Pendant très longtemps, la femme guadeloupéenne a manqué d'image positive d'elle-même. Il y a eu quand même de grandes personnalités dans le monde politique, comme Gertie Archimède, Madame Chevry à l'heure actuelle. Il y a eu aussi dans le monde de la littérature des femmes comme Marie Scondé, comme Simone Schwarzbart. Donc par conséquent,